l'impression que j'entendais quelques mots qui évoquaient des choses pour moi, mais je n'ai pas pu suivre vos débats. Ça aurait été intéressant que je suive tout. Donc, moi, je suis Ophélie Ronce, je suis directrice de recherche CNRS. Je travaille à un institut qui s'appelle l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier. Et en ce moment, je coordonne un projet de recherche qui s'intéresse aux flux de gènes assistés dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas tellement des travaux personnels, mais plutôt quelques éléments de la littérature scientifique sur ces questions pour essayer d'alimenter le débat de à quel point il faut intervenir pour accélérer l'adaptation des plantes au changement climatique. Alors, est-ce que ça marche quand je fais défiler les diapos? Voilà, ça, c'est bon. Donc, un constat, c'est que on est tous conscients que différentes espèces se sont adaptées à des climats différents et que donc le climat est une source de structuration de la diversité sur Terre assez forte. Au point que, en fait, en général, le climat prédit assez bien où trouver certaines espèces et où elle est absente. Donc, ça, c'est un exemple sur le hêtre. Où à partir un exercice que les scientifiques ont fait depuis assez massivement depuis le début des années 2000, c'est regarder les conditions climatiques où on trouve le hêtre et à partir de ça, essayer de définir par des différents modèles une sorte d'enveloppe climatique où on prédit la présence du hêtre et son absence, qui est représentée par les niveaux de vert sur cette carte et qu'on confronte effectivement à la répartition du hêtre actuel, hein, qui est indiquée par les petits points blancs sur cette figure. Donc, au-delà de ces aires de distribution et de cette adaptation à une certaine enveloppe climatique, à l'intérieur de ces grandes aires de répartition comme celle du hêtre, en fait, on observe que chacune des populations qu'on trouve semble être adaptée au climat local qu'on trouve dans le site qui contient ces populations. Donc ça, c'est juste une figure qui illustre ça par une expérience de jardin commun où on a fait pousser la même espèce dans les mêmes conditions environnementales et on s'aperçoit qu'en fonction de la température d'origine des arbres, des graines qui ont été prélevées dans ces populations, on a des vitesses de croissance très différentes et que les populations originaires de climat froid ont une croissance lente par rapport aux populations originaires de climat plus chaud. Donc ça, c'est ce qu'on observe pour une espèce, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce genre d'expérience de test de provenance ou de jardin commun a été conduit chez plein d'espèces différentes chez les arbres, et que, comme indiqué sur cette figure, sur 19 espèces, la vitesse de croissance est assez bien prédite par la température moyenne annuelle dans le site d'origine. Et donc, on s'aperçoit que de manière récurrente, en fait, le climat local semble avoir sélectionné pour des traits des populations qui sont différents, qui fabriquent des différences au sein de distributions géographiques qui sont assez prédictibles et qui suggèrent que le climat est une force de sélection importante qui a façonné les traits des espèces. Et encore une fois, là, ces différences de croissance, elles sont observées alors que les plantes poussent dans des mêmes conditions environnementales dans un jardin commun. Donc, en fait, elles sont probablement en grande partie d'origine génétique. Alors, ce patron d'adaptation locale, il est constaté de manière assez générale dans le monde vivant, et en particulier chez les plantes, où il y a eu beaucoup d'expériences de transplantation réciproque, où on a fait pousser des plantes originaires de différentes localités dans différents environnements et estimer dans quelle mesure en fait, ces plantes survivaient mieux ou se reproduisaient mieux quand elles étaient d'origine locale ou d'origine exogène. Et donc, au sein de plein d'espèces, il y a une méta-analyse de ces expériences de transplantation réciproque qui ont montré que le local a en général une meilleure survie ou une meilleure reproduction que le non local dans 71% de ces expériences qui ont synthétisé à peu près 1000 cas de transplantation réciproque. Donc, ça semble être quelque chose de très général.
Cependant, en fait, avec les changements climatiques, il y a de plus en plus d'interrogations sur à quel point les changements du climat que nous vivons ne perturbent pas ces adaptations et ne renversent pas cette image d'une adaptation locale forte. Donc ça, c'est l'exemple d'une expérience qui a été conduite sur une plante où on a eu encore une fois une expérience de jardin commun où des plantes prélevées dans différentes localités tout le long de l'aire de distribution ont été plantées dans le même jardin commun. Et il se trouve que l'année où ces plantes ont poussé dans le jardin commun, il a fait exceptionnellement chaud et sec. Et si on calcule le nombre prédit de descendants pour différentes populations qui ont été plantées dans ce jardin commun, on s'aperçoit que ce qui prédit assez bien le nombre de descendants laissés par les plantes, c'est la différence entre la température dans le jardin commun l'année de la mesure et la température d'origine historique des populations qui ont été plantées. Mais les populations qui ont eu une meilleure performance, en tout cas un meilleur succès de reproduction, ne sont pas les populations les plus locales qui sont représentées ici par la distance entre le site de plantation et le site d'origine des plantes. Donc, les couleurs bleues, c'est les populations les plus proches, y compris les populations locales, et les couleurs roses, c'est plutôt des populations qui sont éloignées, mais qui étaient dans un climat plus chaud et plus adapté au climat extrême de cette année. Donc, si on suppose que ces températures extrêmement chaudes ou ces climats extrêmement arides vont avoir une fréquence de plus en plus grande dans l'avenir, ce n'est pas du tout évident que les plantes locales vont avoir le meilleur succès de reproduction et que on n'aura pas, enfin, en tout cas, que le succès ne serait pas augmenté par utiliser des plantes de sites d'un climat plus chaud. Alors, cette perturbation, donc ça veut dire que potentiellement les populations ne sont plus en équilibre avec le climat dans lequel qu'elles vivent aujourd'hui, puisqu'elles ont eu des adaptations qui ont été modelées par les conditions climatiques dans le passé, et ces conditions climatiques dans le passé ne prédisent pas les conditions climatiques du futur. Donc il y a pas mal de gens qui sont intéressés à quelles seraient les conséquences de cette maladaptation dans le futur. Et donc, comme je vous ai déjà dit, en fait, il y a eu beaucoup d'exercices de modélisation essentiellement qui s'intéressaient à où est une espèce, quel est le climat dans les localités où on trouve l'espèce, définir la niche climatique de l'espèce et déterminer où on trouvera ce climat correspondant à cette niche climatique dans l'avenir. Donc, juste pour vous l'illustrer, dans le cas du hêtre, donc si on se fonde sur les données climatiques historiques, on arrive assez bien à décrire la distribution actuelle du hêtre. Mais si on projette où ces conditions climatiques devraient être dans le futur, dans centaines ou 80 ans, on trouve que en fait, ces conditions climatiques qui sont favorables aux hêtres vont être largement distribuées différemment en Europe qu'elles ne sont aujourd'hui. Et notamment, il se passe plusieurs choses. Il y a des zones qui étaient tout à fait favorables au hêtre et où l'espèce est présente, mais on prédit que dans le futur relativement proche, le climat va être défavorable à l'espèce. Et inversement, il y a des zones où l'espèce était absente et où le climat devrait devenir favorable à l'espèce. Donc en fait, ce qu'il faut être bien conscient, c'est que ces projections de modèles projettent ça fait des prédictions sur ce que va faire le climat dans l'avenir. Donc il y a déjà avec une certaine zone d'incertitude, mais ça ne prédit pas forcément ce que va faire l'espèce. Donc, mais beaucoup de ces modèles ont été interprétés comme ce que va faire l'espèce. Si on considère que effectivement le climat va devenir défavorable au hêtre, on peut imaginer que le hêtre va s'éteindre dans une grande partie de son aire de répartition actuelle, notamment sur la façade atlantique de la France. Et inversement, le hêtre pourrait coloniser des zones où il n'est pas présent au nord de l'Europe parce que le climat y deviendrait favorable. Mais ça, c'est un scénario possible. Et on pourrait imaginer. Et donc, mais si on croit à ce scénario-là, potentiellement, ça peut avoir des conséquences assez fortes. Et notamment, si ce scénario est pris au sérieux par, tout le secteur économique lié à la foresterie, on pourrait se dire il faut cesser d'imaginer qu'on va avoir des forêts de hêtres sur la façade atlantique. Et donc, plutôt que de planter du hêtre ou de favoriser la régénération du hêtre,
on peut remplacer cette espèce par une autre, comme le sapin Douglas, qui est censé être plus adapté à des climats chauds. Alors évidemment, cette décision d'anticipation des conséquences des changements climatiques a des conséquences fortes sur l'écosystème, parce que en fait, l'ensemble de l'écosystème va être fondamentalement bouleversé si on se met à avoir du sapin Douglas, là on avait dû être. Et ça, c'est problématique parce que potentiellement, en fait, on pourrait imaginer un autre scénario, on pourrait imaginer potentiellement que il n'y a pas de colonisation au nord de l'Europe pour le hêtre parce que la dispersion n'est pas suffisante pour le coloniser assez vite, ou qu'il y ait d'autres facteurs qui empêchent son installation là. Et inversement, peut-être que les zones où le climat va devenir a priori défavorable au hêtre, peut-être le hêtre est capable de s'adapter à ces conditions climatiques plus chaudes. Et donc de persister là où il est actuellement présent. Donc ça amène, et d'ailleurs, en fait, effectivement, alors ces scénarios de déplacement des aires de distribution avec extinction dans la zone chaude et colonisation vers la zone nord, quelles sont les données dont nous disposons qui nous permettent de confirmer ou pas ce que font les espèces actuellement alors qu'elles sont confrontées déjà au réchauffement. Donc effectivement, on voit des changements de distribution pour beaucoup d'espèces animales et végétales. Et ces déplacements d'aires de répartition avec des marges chaudes et des marges froides qui se déplacent semblent être assez bien prédites par la vitesse de déplacement du climat. Donc ça, c'est encore une méta-analyse qui a montré qu'en fait, il y a eu en 10 ans un déplacement de 17 km en moyenne d'un certain nombre d'espèces, avec une variabilité autour de celle-ci. Et puis, des méta-analyses plus récentes qui montrent que en fait, ces vitesses de déplacement sont plus rapides, donc sont de l'ordre de 0 à 2 km par an pour les espèces terrestres, mais sont beaucoup plus rapides en milieu marin, où elles sont de 5 à 7 km par an, avec l'idée qu'il y a moins de contraintes à la dispersion en milieu marin qu'en milieu terrestre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces vitesses de déplacement, ces patrons de déplacement des aires de répartition spontanées sont assez réminiscents de changements climatiques, de changements de distribution passés qu'on observe avec des données notamment de pollen fossile liés au changement du climat qui a eu lieu pendant tout le Quaternaire. Et donc, quand on regarde ces données fossiles, on s'aperçoit aussi que les espèces se déplacent d'une manière qui est en lien avec la vitesse de déplacement du climat et qu'on constate ces changements de distribution à la fois à la marge nord et à la marge sud d'un certain nombre d'espèces de plantes dont on a les données grâce au pollen fossile dans des carottes de sédiments. Et un certain nombre de patrons qui est intéressant à noter, qui est que, en général, les vitesses de déplacement de la marge nord est beaucoup plus rapide que la vitesse de déplacement de la marge sud. Donc la marge nord, ça correspond à des colonisations vers des climats qui étaient froids et qui se réchauffent. La marge sud, ça correspond à en fait la remontée vers le nord de la marge sud, ce qui correspond en fait à des extinctions dans les marges les plus chaudes de l'aire de distribution. Et ces déplacements de la marge sud sont plus lentes que la marge nord, ce qui suggère qu'en fait, pas mal d'espèces persistent plus longtemps qu'on ne le prédirait dans une zone où le climat potentiellement est devenu défavorable. Et par ailleurs, ce qui est intéressant de noter dans ces données fossiles, c'est qu'il y a des espèces qui se déplacent plus vite que le climat ne change et des espèces qui se déplacent moins vite que le climat ne change. Et donc, le cas des espèces qui se déplacent moins vite que le climat ne change, ça correspond à ce qu'on observe aussi dans les données actuelles, on appelle la dette climatique, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le climat a changé, mais la distribution des espèces n'a pas changé ou a moins changé que le climat. Et donc, ça veut dire qu'on a un degré de persistance dans les zones devenues climatiquement défavorables, en tout cas sur la base de la définition de la niche climatique des espèces, qui suggère qu'il y a plusieurs types d'interprétations. Donc, la manière dont c'est souvent interprété dans la littérature, c'est que ce sont des extinctions en sursis. Par exemple, on voit encore des arbres adultes dans des zones où le climat est devenu défavorable, mais il n'y a plus de recrutement. Donc, en fait, on a encore
la survie de certains individus, mais la population n'est déjà plus viable d'un point de vue démographique et va finir par s'éteindre à moyen terme. Ou on peut aussi interpréter ça comme un signal d'adaptation à des conditions nouvelles climatiques ou simplement au fait qu'on n'a pas forcément bien estimé la niche climatique de l'espèce via sa distribution actuelle et qu'elle est de fait capable de persister dans des climats plus chauds. Alors, pourquoi est-ce que ce scénario d'adaptation à un nouveau climat n'est pas... Alors, il y a des débats là-dessus, n'est pas si saugrenu. On en a effectivement quelques exemples documentés actuellement d'adaptation assez rapide à l'échauffement climatique contemporain. Et notamment un cas qui est discuté assez souvent dans la littérature, c'est le fait qu'on observe chez pas mal d'espèces que les plantes actuelles portent des gènes qui leur permettent une floraison plus précoce. Ces plantes qui ont une floraison précoce sont plus fréquentes que dans le passé. Et ça, ce n'est pas simplement un effet de la température sur la date de floraison, parce qu'on a je vais vous expliquer à travers cette expérience, on a des suggestions qu'il y a eu effectivement un changement dans la fréquence de certains génotypes dans la population et qu'il y a des génotypes plus précoces qui sont devenus plus fréquents. Donc, c'est une expérience de résurrection qui a eu lieu sur une espèce qui s'appelle Brassicarapa, qui est une sorte de moutarde sauvage, et dont les populations étaient suivies en Californie pendant plusieurs années. Et donc, si on regarde le climat dans ces populations en Californie, il y a eu des alternances de périodes de fortes précipitations et des périodes de forte sécheresse qui se sont multipliées au cours des années. Et en fait, les auteurs ont prélevé des graines dans la fin des années 90 dans ces populations à la suite d'une période plutôt humide et ont de nouveau prélevé des graines plus récemment à la suite de périodes assez sèches. En fait, ils ont prélevé des graines à plus d'occasions que ça, mais je vous présente juste les résultats de la comparaison de ces deux points dans le temps. Et ces graines ont été stockées au frigidaire, gardées pendant longtemps, et ensuite ils ont replanté ensemble dans le même jardin commun des plantes du passé et des plantes du présent. Et ils ont croisé ensemble pour examiner en quoi leurs descendants étaient différents. Et ce qu'ils ont montré, c'est que effectivement, il y avait des différences génétiques entre les plantes du passé et du présent, et que les plantes issues de graines récoltées après plusieurs années de sécheresse fleurissent 3 jours plus tôt que les plantes du passé. Alors, le mécanisme supposé de cette évolution de la date de floraison, c'est que, en fait, des années de sécheresse, si on a dans une population une certaine diversité pour la date de floraison, donc toutes les plantes ne fleurissent pas en même temps, les plantes qui fleurissent tard ne vont pas réussir à faire mûrir leurs graines avant la sécheresse, une période d'arrêt de croissance, et du coup ne vont laisser aucun descendant. Et donc, la sélection naturelle favorise des plantes les plus précoces. Et si ça se produit pendant plusieurs générations, c'est-à-dire que les individus précoces et tardifs ont un succès différent, que les dates de floraison sont variables entre individus et que ces différences sont transmises aux descendants, c'est-à-dire qu'elles sont héritées génétiquement, après plusieurs générations comme ça de sélection dans des conditions sèches, on peut avoir un décalage complet des dates de floraison. Donc ça, c'est une autre expérience qui a été faite sur la betterave sauvage de sélection à la date de floraison qui montre qu'on peut faire évoluer ce trait très rapidement en quelques générations. Donc, la floraison a été avancée de 3 jours en 17 ans. Alors, ça peut paraître à la fois pas beaucoup. En fait, si on compare par rapport à l'évolution d'autres traits, c'est une évolution très rapide en réalité. Mais la question, c'est est-ce que c'est assez rapide pour effectivement maintenir un bon niveau d'adaptation face à la rapidité du changement climatique. Donc là, ce que je vous ai présenté sur cette figure, c'est encore une méta-analyse qui a été de compiler les vitesses d'évolution observées dans différentes circonstances face à des pressions différentes. Donc en vert, ici, vous avez des vitesses d'évolution observées dans les populations dont on ne pense pas qu'elles sont soumises à des pressions particulières. En orange, des cas où on pense que l'évolution est en fait forcée par le changement climatique.
Vous avez ensuite des cas d'évolution liés à des changements dans l'organisation des paysages, les introductions d'espèces envahissantes, liées aux pressions de chasse ou de récolte, liées à... enfin, je ne sais plus les dernières, mais en fait, ce que ça montre, ce graphique, c'est que en fait, les vitesses d'évolution liées au changement climatique sont plutôt plus lentes que l'évolution des traits liés à d'autres types de pressions anthropiques sur les populations et plus lente que l'évolution de populations non affectées par aucune pression. Donc, on n'a pas forcément l'idée que l'évolution au changement climatique est particulièrement rapide, en général, même si pour quelques exemples, ça l'est. Et ensuite, cette question de quelle vitesse d'évolution est suffisante n'est pas une question très facile. Donc, il y a un ensemble de modèles mathématiques ou théoriques qui a essayé de réfléchir là-dessus et de se demander quand est-ce que l'évolution génétique est assez rapide pour empêcher l'extinction. Et donc, ça, c'est des modèles qui s'intéressent au cas d'une population qui est soumise à un environnement stressant qui cause son déclin. Et donc, si elle contient une forte diversité génétique pour des traits adaptatifs qui lui permettent de s'adapter à cet environnement stressant, au cours du temps, on va avoir une sélection de génotypes de mieux en mieux adaptés, ce qui va permettre à la population de se remettre à croître après un certain temps et d'être sauvée. Mais si la diversité génétique, indiquée ici par la courbe en bleu, de la population est trop faible, elle va finir par s'adapter, mais elle va décliner pendant longtemps avant de remonter. Et si elle décline pendant trop longtemps, elle va atteindre des tailles de population trop faibles pour échapper à l'extinction. Et donc, en fait, on peut définir une sorte de diversité génétique critique nécessaire à ne jamais passer en dessous de cette taille minimale viable où les risques d'extinction sont très élevés. Donc, c'est un modèle assez théorique, mais qui montre qu'un facteur déterminant en termes de vitesse d'évolution et d'adaptation au changement climatique, c'est la diversité génétique pour des traits adaptatifs au sein de la population. Alors, on peut aussi représenter cette diversité génétique critique pour échapper à l'extinction en fonction de la fécondité des individus, de la capacité à produire beaucoup de descendants et donc à décliner de manière lente, et en fonction de la vitesse du changement environnemental. Et ce qu'on voit, c'est que plus le champ, donc avec les couleurs bleues, les couleurs froides, plus le changement environnemental est rapide, plus il faut beaucoup de diversité pour échapper à l'extinction. Et plus la fécondité est limitée, c'est-à-dire plus les cycles de vie des plantes ou des animaux concernés consistent à produire peu de descendants par génération, plus la diversité génétique nécessaire pour échapper à l'extinction est grande. Et même, il y a un niveau de fécondité qui fait que, quelle que soit la diversité génétique, on ne va pas réussir à y arriver. Donc l'évolution génétique n'empêche pas forcément l'extinction et le risque de s'éteindre, bien qu'on on ait des capacités à s'adapter, est d'autant plus grand que le climat change vite, que le remplacement de génération est lent. Donc en fait, ce n'est peut-être pas étonnant que le risque d'extinction de cette petite plante annuelle est plus faible que d'un arbre qui met des centaines d'années à devenir complètement mature. Le risque est plus grand qu'il y a peu de diversité génétique et aussi quand la sélection exercée par le climat est faible. Je rajouterais avec le climat une difficulté, c'est que le climat n'est pas constant entre années. Et donc, en fait, il y a des années où on va sélectionner pour des individus qui sont adaptés à des climats chauds, des années où on va sélectionner des individus adaptés à des climats froids. Et du coup, ça a un coût démographique et évolutif aussi assez fort qui fait que c'est assez difficile de s'adapter à un climat qui se réchauffe mais qui est hyper variable entre années. Alors, il y a des gens qui ont aussi essayé de construire des modèles pour savoir à quel point l'évolution est assez rapide ou trop lente pour rattraper le retard dans le cas d'espèces particulières, notamment ici le pin sylvestre en Finlande. Et donc, en Finlande, le pin sylvestre, il a une date d'arrêt de croissance où il met en place ses bourgeons avant l'hiver, qui est beaucoup plus précoce dans les latitudes élevées au nord qu'au sud. Donc, la courbe bleue ici, c'est la relation entre la date d'arrêt de croissance et la latitude qu'on observe pour des populations
encore une fois en jardin commun, de différentes populations de pins sylvestres. Et dans 100 ans, dans cet exercice de modélisation, on a pu prédire que, étant donné le réchauffement des climats, on aurait a priori une date optimale. Si on suppose que cette date actuelle d'arrêt de croissance est optimale, ben, on devrait avoir une date optimale d'arrêt de croissance qui est indiquée par cette courbe verte dans 100 ans. Et dans 100 ans, ce qui correspond à peu près à une génération de pins sylvestres, ce qu'un modèle évolutif prédit en termes de changement de la date d'arrêt de croissance, c'est cette courbe noire. Donc, vous voyez qu'on a, en 100 ans, on va accumuler un retard adaptatif hyper grand. Parce qu'effectivement, bien que les pins sylvestres soient hyper diversifiés, qu'ils aient des distances de dispersion du pollen hyper grandes et beaucoup de variabilité génétique, ben, simplement par leur temps de génération, en fait, l'évolution va être très lente. Alors tout cela, ça conduit effectivement à des conclusions partielles qui sont celles-ci. Le changement climatique cause déjà des changements phénotypiques et génétiques et dans la distribution géographique des espèces. Mais ces adaptations ne sont pas forcément suffisantes pour empêcher les extinctions. Et donc, en fait, il y a un débat qui a lieu en général dans la société et dans la science sur peut-on ou doit-on accélérer ces adaptations et par quels moyens. Alors, notamment, je ne vais pas vous parler de migration assistée qui consiste à déplacer les espèces en dehors de leur aire de distribution pour anticiper les changements climatiques, parce que ça, c'est beaucoup plus contesté pour plein de raisons. Mais en fait, dans la perspective d'accélérer l'adaptation, ce qui est proposé comme une alternative, c'est de faire des flux gènes assistés. Alors, qu'est-ce que c'est les flux gènes assistés? C'est des translocations d'individus, mais au sein de leur aire de distribution actuelle, afin de faciliter l'adaptation au changement climatique. Alors, pourquoi est-ce que transloquer des individus au sein de leur aire de distribution faciliterait l'adaptation au changement climatique? L'idée, c'est que en transloquant des individus qui sont déjà adaptés à des localités plus chaudes dans des populations qui sont caractérisées par un climat historique plus froid, on pourrait accélérer l'adaptation au réchauffement futur. Mais cela implique de pouvoir prédire la performance des populations dans différents climats. Ça implique de pouvoir prédire l'évolution du climat. Et l'idée, c'est à la fois d'augmenter la fréquence de génotypes qu'on suppose préadaptés à ces climats futurs. Et une autre version de cette idée, c'est simplement d'augmenter la diversité génétique de manière un petit peu orientée dans les populations pour favoriser leur adaptation à ces climats futurs. Alors, les cibles qui sont pas mal discutées pour ces flux gènes assistés, c'est surtout des espèces clés de voûte comme les arbres ou même les coraux, dont l'adaptation semble être hyper importante pour maintenir un ensemble d'un écosystème qui est co-adapté à ces espèces clés de voûte. Des espèces exploitées intensément gérées où de toute façon ces déplacements correspondent déjà à des pratiques de replantation massive et d'utilisation peu de régénération naturelle. Et aussi, c'est discuté pour les espèces menacées, où il semble que c'est un petit peu la dernière cartouche pour empêcher l'extinction d'espèces qui sont soumises à des pressions multiples et qui sont en grande difficulté dans le contexte du changement climatique. Et c'est aussi suggéré uniquement pour des sites avec une forte vitesse de changement climatique. Alors évidemment, ça a été critiqué parce qu'il y a un certain nombre de risques associés à ces pratiques, notamment des risques de ce qu'on appelle la dépression hybride, c'est-à-dire que les croisements entre des individus venant de localités différentes et des performances moins bonnes et une survie moins bonne que des croisements entre génotypes locaux. Une critique est souvent faite, c'est que l'adaptation locale ne dépend pas seulement du climat, mais par exemple, beaucoup de plantes sont adaptées à la photopériode ou sont adaptées à des conditions de sol, et que transporter des génotypes non locaux risque en fait de créer d'autres sources de maladaptation, même si elles modèrent la maladaptation liée au climat. Et les risques généraux des translocations, qui sont des risques sanitaires ou des échecs de ces translocations. On peut perdre les génotypes locaux et donc perdre une partie de la diversité qui a une valeur en soi. Il n'y a pas que les espèces qu'on veut protéger, mais potentiellement la diversité génétique aussi au sein de ces espèces. Ça néglige aussi les interactions avec d'autres espèces, par exemple les symbiontes, qui peuvent être adaptés aux génotypes locaux et pas à des génotypes qui viennent d'autres localités. Et puis, ça pose la question de est-ce qu'on peut vraiment prédire l'adaptation future? Est-ce qu'on sait quels génotypes seront adaptatifs dans le futur? Et aussi, ça pose la question de est-ce que les génotypes adaptés dans le futur sont peut-être mal adaptés aujourd'hui, donc ce n'est pas une bonne idée en fait, d'utiliser dès à présent ces génotypes. Et puis, en fait,
globalement, parmi les critiques, on peut dire qu'il y a encore peu de soutien expérimental pour l'efficacité de ces pratiques. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de recommandations qui intègrent déjà l'anticipation des changements climatiques dans un certain nombre de pratiques. C'est un exemple de recommandation pour utiliser des sources de graines dans des replantations de forêts en Colombie-Britannique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le type de gestion forestière en Colombie-Britannique, c'est essentiellement des coupes rases et de la replantation après. Donc, de toute façon, ils replantent. Et donc, les recommandations actuelles, c'était d'utiliser des sources de graines essentiellement locales. Et ils ont changé leur système de recommandation pour dire que c'est la proximité climatique entre le site d'origine des graines et le site de plantation qui doit être le critère essentiel de choix des graines. Donc, au sein de grandes régions qui sont définies. Donc, par exemple, ici, vous avez des précipitations moyennes annuelles et la température qui décrivent un espace climatique. Et tous les petits points verts, c'est des sites qui peuvent fournir des graines. Et donc, si on cherche à replanter dans le petit carré noir ici, pour un certain climat, en fonction de données, encore une fois, de tests de jardins communs, on recommande d'utiliser des sources de graines qui sont contenues dans cette ellipse bleue, qui ont une certaine distance climatique minimale par rapport au site de replantation. Et la recommandation, c'est d'anticiper les changements climatiques futurs, donc qui sont décrits par cette flèche rouge. On pense que le climat va se déplacer dans ce sens-là. Et donc d'utiliser des sources de graines qui ne sont pas trop éloignées du climat futur du site de plantation. Donc d'anticiper dans la sélection des origines de graines les changements climatiques futurs en prenant un horizon temporel à 20 ans, en regardant le climat dans 20 ans. Alors ça pose des questions. Pourquoi 20 ans? Pourquoi pas 70 ans? Pourquoi pas 5 ans? Enfin, comment on choisit cet horizon temporel? À quel point on veut anticiper les changements climatiques? Donc ça, c'est une petite étude de modélisation qu'on est en train de conduire avec mon étudiante en thèse Adèle Ehrlichman, qui cherche à identifier, grâce à des modèles, quelle est la température d'origine, la meilleure source de graines en termes de survie d'une cohorte d'arbres qu'on planterait et qui subiraient un changement climatique tout au long de leur vie, c'est-à-dire tout au long d'une rotation forestière de 60 ans. Et ce qu'elle montre, c'est que le choix de cette température d'origine dépend de manière cruciale de la sensibilité des jeunes arbres au climat et à la température par rapport à la sensibilité d'arbres plus âgés. Donc, on pense que les jeunes arbres sont plus sensibles au gel ou aux températures élevées que les arbres âgés, mais ce degré de différence de tolérance au climat peut être petite ou très grande. Donc, là, quand vous avez une valeur de 1, ça veut dire que les jeunes arbres sont aussi sensibles au climat que les vieux arbres, et quand il y a une valeur de 10, ça veut dire qu'ils sont 10 fois plus sensibles au climat que les vieux arbres. Et on voit que si les jeunes arbres sont autant sensibles au climat que les vieux arbres, hein, on peut effectivement anticiper pas mal le changement climatique, mais que si les jeunes arbres sont très sensibles au climat, à ce moment-là, il ne faut pas planter beaucoup plus chaud que les provenances locales, parce que en fait, si on anticipe trop, on va planter des arbres qui vont souffrir du gel dans leurs années précoces, et du coup, on va avoir une très mauvaise survie de la cohorte d'arbres plantés. Et donc ça dépend aussi, donc on a fait cet exercice pour plein d'espèces différentes, on s'aperçoit que ça dépend aussi du temps que les arbres passent dans la phase la plus sensible de leur cycle de vie. Donc ça, on peut aussi se dire, est-ce que tous ces problèmes de trouver une provenance optimale n'est pas problématique dans le sens où on ne sait pas vraiment quel va être le climat futur. Donc je voulais vous parler d'une autre expérimentation qui est en cours en Australie, qui est une expérience de revégétation avec des eucalyptus dans la région du Nardou. Et donc là, cette expérience, ils ont effectivement replanté à la fois des provenances locales et puis des provenances non locales, mais qui viennent de différents types de climats actuels en Australie, correspondant à des scénarios climatiques différents, de réchauffement ou d'augmentation, diminution des précipitations. Et donc, ils vont évaluer la performance de ces arbres issus de ces provenances. Et l'idée, c'est de continuer ça pendant plusieurs générations pour ensuite avoir la performance du mélange
de ces génotypes entre eux en termes de, en espérant que la combinaison des caractéristiques génétiques et écologiques de ces différents arbres ferait des populations plus résilientes au climat futur. Donc globalement, il y a tout un ensemble de questions sur comment est-ce qu'on gère l'incertitude sur le climat futur et l'adaptation des populations actuelles. Et notamment, une source d'incertitude, c'est que beaucoup d'approches qui sont présentées supposent que les populations actuelles présentes sont adaptées à leur climat local. Alors, on sait qu'en moyenne, c'est vrai, mais en fait, on ne sait pas forcément le dire pour une population donnée, et on a aussi des contre-exemples nombreux. Notamment, en fait, chez pas mal d'arbres, on s'aperçoit que si on regarde par des tests justement toujours de provenance, certains arbres semblent être toujours mieux adaptés au climat qui correspond à un climat qui est plus ancien que le climat actuel. Ils semblent être plus adaptés au climat qui correspond au dernier maximum glaciaire. Et du coup, choisir qui on va planter où en fonction du climat actuel de ces populations n'indique pas le climat auquel elles sont adaptées, donc le climat auquel elles seraient adaptées dans le futur. Donc il y a des propositions alternatives, il y a beaucoup de gens qui font des recherches en ce moment sur essayer de prédire à partir de données génomiques le degré d'adaptation au climat des populations. Donc ça, c'est un exemple chez un chêne américain où en fait, ils essayent de comparer, donc c'est encore une fois un exercice de modélisation, quel serait en fait le taux de croissance dans le futur de population de chênes si on laissait simplement les provenances locales. Donc en fait, les zones pâles sont les zones où on a une baisse du taux de croissance des arbres. Les zones foncées vertes sont les zones où on a plutôt une augmentation du taux de croissance des arbres. Et il compare ça avec un scénario où, sur la base d'informations génomiques, on aurait prédit l'adaptation de populations au climat futur et replanté des génotypes provenant de populations dont on prédirait l'adaptation augmentée. Donc, effectivement, on a une augmentation de la performance si on fait ça, mais ça reste un exercice de modélisation. Donc, tout ça pour vous dire que nous, notre projet, ce qu'on veut, c'est essayer d'examiner un peu de manière critique et informée ces pratiques de flux de gènes assistés. Et ce qu'on souhaite faire, c'est tout d'abord utiliser des données sur des translocations qui ont déjà eu lieu pour essayer de savoir dans quelle mesure, effectivement, ces translocations ont eu un effet bénéfique ou pas sur les populations concernées. Donc, on s'intéresse à 4 cas d'études. 2 cas d'études sur des plantes pérennes menacées qui sont la centaurée de la Clappe et Arenaria grandiflora en forêt de Fontainebleau. Et puis des arbres forestiers communs où ces pratiques sont pas mal discutées, qui sont le chêne et le sapin. Et on veut coupler ça à des exercices de modélisation pour mieux comprendre dans quelle mesure ces pratiques peuvent être efficaces, quels sont leurs risques et quels sont leurs bénéfices potentiels. Et on a aussi une composante dans le projet de sociologie et de philosophie qui s'intéresse à la fois aux valeurs de la biologie de la conservation et comment elles sont affectées ou pas par ces pratiques de flux de gènes assistés, quelles sont les valeurs morales ou les valeurs éthiques qui sont mobilisées par ces pratiques, et puis s'intéresser à la question d'incertitude et de la prise de décision dans un contexte aussi incertain que celui du changement climatique. Voilà, je vous remercie. Je peux arrêter le partage? Merci Ophélie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on faisait Sandra et puis on avait les questions ensemble, peut-être? Ah oui, ok. Alors on va respecter. Et bonjour à tous. Je partage mon écran aussi? Oui. Ok. Ah. Hop. Si ça veut bien. Tu as dû partager l'écran et pas le diaporama. Non, c'est bon. J'ai rien dit. C'est bon? Ok. Parfait. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sandra Malaval, animatrice nationale de la marque végétale locale.
Ce que je vais présenter aujourd'hui, bon, je pense que la plupart de vous connaissent, mais ce sera peut-être un peu de rappel et puis des petits liens avec justement la présentation d'Ophélie précédemment qui était très intéressante. Donc, je présente la marque comme un outil potentiel dans le cadre des changements globaux. Et on commence par le fait de restaurer un écosystème, hein, parce que c'est un peu le fer de lance de la marque végétale locale depuis sa création en 2015. Implanter un plant ou une graine, c'est bien plus que c'est bien plus que juste mettre une petite graine dans un pot ou dans un milieu. On est bien sûr dans des interactions subtiles de, de différentes intensités, visibilité aussi de cette petite graine avec l'ensemble du vivant qui est autour. Et donc, on va parler de tissus vivants de la planète, de fonctions écologiques et de services, mais aussi de responsabilité collective et individuelle de chacune de nos actions sur le vivant. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on s'en fout de la biodiversité. Vous, tous autour dans la salle, vous n'aurez pas ce discours-là et qu'on est bien sûr interreliés les uns aux autres. On se place aussi maintenant avec la marque dans la décennie de la restauration des écosystèmes des Nations Unies, donc dans des pratiques qui deviennent aussi de plus en plus populaires et de plus en plus demandées par les pouvoirs publics. Alors, si on sait bien que pour restaurer une population de vautours sauvages dans un parc national, on ne va pas mettre une cousine qui serait une poule domestiquée, eh bien, c'est peut-être parfois un peu moins simple de se dire que pour restaurer une prairie naturelle, on ne va pas utiliser des belles fleurs parce qu'une prairie fleurie, c'est beau, et donc c'est d'abord ça. Donc, il y a pas mal de publics aussi pour lesquels on a besoin de faire de la pédagogie sur l'intérêt d'avoir du sauvage pour faire de la restauration écologique. Utiliser des espèces sauvages et locales, je donne 2 exemples un peu marquants issus de la littérature scientifique qui montrent aussi que si on ne fait pas tout à fait attention à ce qu'on plante, on peut avoir des problèmes au niveau écologique, plutôt dans la manière dont l'écosystème va fonctionner ensuite. Par exemple, dans cette publication là de Corbet en 2001, ils ont comparé en fait les fonctions écologiques d'un bleuet horticole et d'un bleuet sauvage qui sont réintroduits dans une prairie. À gauche, vous avez un bleuet horticole qui a 3 tours de corolle. Hein. Il a été sélectionné pour avoir une très belle corolle, bien fournie. Mais par contre, cette sélection, elle s'est faite au détriment des pièces nectarifères du bleuet. Et donc, ce bleuet-là, il ne produit presque plus de nectar, en fait. Et donc, ça devient un leurre écologique pour les insectes qui sont inféodés à cette espèce de bleuet. Et ces insectes n'y trouvent plus à manger. Donc, on peut avoir restauré une prairie et penser qu'elle est très belle parce que les corolles sont tout à fait fascinantes, mais il n'y a plus de fonction de nourrissage, en fait, pour les insectes. Donc ça, c'est vraiment un problème aussi de fonctionnalité qui n'est pas forcément visible par tout un chacun. Hein. Quand on a mis des fleurs, on a pensé faire un bon geste pour la biodiversité. Un autre exemple qui peut être celui d'une espèce naturalisée, donc l'onagre, qui est présente dans les jardins, mais aussi à l'extérieur des jardins, qui est une plante exotique. Elle attire le morosphinx que l'on voit ici, là, sur la photo. Cet insecte à longue trompe, mais par contre qui, lui, vient se coincer la trompe, en fait, dans la fleur et il meurt. Donc, on voit aussi que là, la fonctionnalité ou le service rendu n'est plus effectif. Il n'y a pas eu de coévolution de l'espèce avec son pollinisateur et on a même un piège mortel, en fait, pour cette espèce. Voilà, donc ces 2 exemples qui montrent que on peut aussi penser bien faire en introduisant de la biodiversité. Si elle n'est pas sauvage ou locale, il peut y avoir des dysfonctionnements en fait de l'écosystème ensuite. Donc c'est important de prendre du recul sur nos pratiques. On a aussi des problèmes éventuels de désynchronisation entre une espèce qui vient de loin, une plante qui vient de loin, mais qui est d'une espèce qui existe chez nous, mais qui peut fleurir dans une période en fait qui n'est pas adaptée à l'insecte pollinisateur local.
Et ensuite, bien sûr, vous le savez, les risques aussi pour la biodiversité peuvent être avec l'apport en fait de végétaux qui amènent éventuellement des partenaires de voyage, des pathogènes, des ravageurs ou même des exotiques envahissantes, hein, que ce soit la plante en elle-même ou la plante qui est dans le pot de la fleur que l'on va acheter ou le pot du plant que l'on va acheter. Alors bien sûr, utiliser des espèces sauvages et locales, c'est tout d'abord avoir une première action sur la biodiversité qui est assez mécanique, hein. C'est limiter les distances d'approvisionnement, donc le CO2 produit pour acheminer ces plants. Donc là, c'est en termes je dirais de diminution de l'impact, c'est la diminution de la production de CO2. Alors, dans ce contexte-là, la marque s'est créée en 2015 par 3 réseaux, hein, le réseau des conservatoires botaniques nationaux, la fac agroforesterie et plantécité. Elle s'est créée en définissant en fait pour la France une notion du local qui se base à la fois sur des cartes climatiques, mais aussi sur d'autres données, des données hydrographiques, de végétation, d'altitude, pédologique, géologique bien sûr, puisque tous ces facteurs en fait déterminent la répartition des plantes, notamment au niveau national. Donc on a défini 11 aires de biogéographiques en fait en France, qui sont des grandes aires en fait qui sont un parti pris, hein, bien sûr, entre des aires biogéographiques pour certains qui les auraient voulu beaucoup plus petites, hein. Parfois, c'est des histoires de pays ou de vallées même à l'intérieur de certaines montagnes qui représentent une certaine biogéographie. Mais aussi, certains les auraient voulu beaucoup plus grandes avec juste nord et sud, par exemple, ou même France entière. Bon, c'est un parti pris, un entre-deux, en fait, qui représente quand même une diversité et une différence qui est appuyée par des études génétiques, bien sûr. Si on fait de la phylogénie, par exemple, pour le trèfle des Alpes, entre les Alpes et les Pyrénées, on va voir 2 histoires différentes et 2 recolonisations de ces massifs après les périodes glaciaires qui sont différentes. Donc, on va voir vraiment des familles, je dirais, de trèfle alpin différentes entre les Alpes et les Pyrénées. Alors, pour quel type de milieu et usage? Vous connaissez bien plantation de haies, agroforesterie, mais aussi, puisque la gamme végétale locale comporte toutes les espèces sauvages et locales indigènes en France, on a aussi des herbacées, bien sûr, donc on utilise aussi ces espèces pour des bandes fleuries favorables aux pollinisateurs, pour le génie écologique, pour la restauration de prairies, pour la revégétalisation et même aujourd'hui pour l'aménagement paysager en zone urbaine ou périurbaine lorsque c'est demandé et quand il y a un objectif de restauration de la biodiversité. Alors, cette marque végétale locale, elle encadre la production en fait des plantes sauvages et locales. Alors, on les prend dans le milieu naturel, elles sont entre guillemets complètement sauvages. Et puis, on va les récolter, éventuellement les multiplier. Pour les espèces herbacées, on peut aller jusqu'à 5 générations de multiplication. Après, c'est la limite communément admise par la communauté scientifique de possible en fait début de sélection en fait vis-à-vis des espèces. Donc, on s'est limité à 5 générations de multiplication avant de revenir dans le milieu naturel. Cette collecte, elle doit être durable dans le milieu naturel, c'est-à-dire ne pas épuiser les populations de base et également avoir une diversité génétique importante. C'est une des bases en fait de la marque pour conserver les adaptations génétiques locales. Et puis, comme l'a dit Ophélie précédemment, c'est aussi le pouvoir en fait, la potentialité de ces plantes de pouvoir s'exprimer et varier en fait dans le temps et être de plus entre guillemets plus résistante que si on avait fait de la sélection et un clone de cette espèce aux changements, aux parasites, aux maladies qu'elle va pouvoir rencontrer puisqu'elle a plus de faisceaux en fait de réactions, de retour et d'adaptation. Donc ces plantes-là, on les trace en fait depuis le site de collecte jusqu'à la commercialisation. Donc ça, c'est une traçabilité obligatoire et contrôlée par la marque. On a aussi valorisé des modes alternatifs de fourniture des végétaux de la marque végétale locale, notamment la collecte et l'épandage de foin vert. Donc ça, c'est une collecte utilisation directe. Le brossage de prairies, qui est aussi une collecte avec utilisation directe des végétaux. On a également la collecte de boutures de sol, notamment pour tout ce qui est opération de génie écologique, restauration de berges, de rivières aussi.
aujourd'hui, qui produit des semences et des plants en France sous la marque Végétal Local? Donc, on a à peu près 90 bénéficiaires depuis l'année dernière. On est actuellement dans une période d'audit des nouveaux candidats à la marque Végétal Local. Il y a eu 42 candidats qui ont été acceptés cette année pour passer un audit. Et donc, les résultats seront connus en septembre-octobre, suivant la décision de l'OFB. Donc, il y aura une augmentation assez nette du nombre de bénéficiaires de la marque. Et puis, on a encore vraiment une augmentation qui est à prévoir. Donc, on a à la fois des producteurs, alors je vais montrer dans l'évolution, voilà, de différentes gammes, d'arbres et d'arbustes, de graines de ligneux, des collecteurs, de semences herbacées, soit en collecte directe, soit par multiplication espèce par espèce, et aussi une production de godets herbacés, notamment pour les foires aux plantes, les particuliers, mais aussi pour tout ce qui est fleurissement, aménagement urbain et rural, en fait, avec des plantes vivaces d'origine locale la plupart du temps. Donc, on va passer en fait à presque 200 bénéficiaires là d'ici 1-2 ans. Donc, ça, c'est une croissance très importante aussi qui suit, je dirais, la demande, mais qui, pour l'instant, ne la comble pas, en tout cas dans tous les territoires. On a 3 niveaux d'action avec Végétal Local, puisqu'on va à la fois travailler sur la diversité des espèces, la diversité génétique et la diversité des milieux. On a à peu près 700 espèces qui sont déjà marquées Végétal Local, donc produites ou en tout cas collectées et en cours de production par les pépiniéristes et les semenciers en France. On va travailler sur l'adaptation des espèces, les interactions avec les organismes vivants de leur écosystème, et puis leur potentiel évolutif aussi en gardant cette diversité génétique. Alors, on agit à ces 3 niveaux. On agit bien sûr dans les paysages et les écosystèmes. Ophéline disait que voilà, certaines espèces pouvaient avoir tendance à migrer aussi naturellement. Et pour nous, cette migration, elle est aussi confortée par des continuités écologiques qui permettent à ces espèces de migrer. Bien sûr que s'il y a 2 autoroutes, un canal, une voie de chemin de fer et des champs cultivés sans haies, à perte de vue, les espèces arborées vont avoir du mal à migrer, en fait, parce qu'elles ne vont pas trouver de proche en proche, en fait, de quoi disperser leurs graines, repousser, etc. Ou des oiseaux qui pourraient les transporter lors de continuités écologiques vertes, en fait, aussi, le long de la trame verte. Donc, il y a aussi l'idée que restaurer des haies, restaurer des milieux avec des plantes sauvages permet de reconstituer des corridors et des trames vertes pour ensuite migrer et faciliter cette migration naturelle, ce déplacement naturel des espèces. Donc, c'est restaurer les capacités en fait des espèces à se déplacer je dirais, en conséquence de la fragmentation et de l'agriculture où on a aussi perdu beaucoup de ces continuités écologiques dans l'intensification. On va travailler sur les espèces en préservant les espèces indigènes et leur diversité. Donc, on préserve aussi le patrimoine en fait végétal de chaque région d'origine. Et au niveau génétique, l'idée de Végétal Local depuis le départ, c'est vraiment d'avoir ce minimum de diversité génétique dans chaque lot qui est produit et commercialisé, parce que ces adaptations génétiques locales, comme vous l'avez compris, elles permettent de s'adapter aux changements en fait. Elle maximise en tout cas cette capacité d'adaptation de la plante. Voilà. Que cette plante en ait une large capacité ou pas, ça va dépendre intrinsèquement pour chaque espèce. On l'a vu de sa capacité propre, sa gamme de tolérance en fait aux changements à venir. Et voilà. Donc les interactions aussi, comme on l'a vu, conserver l'adaptation aux pollinisateurs locaux, eh bien, c'est important aussi parce que cette adaptation, elle va permettre les interactions et donc le fonctionnement même de l'écosystème. Végétal Local est considéré aussi comme une solution fondée sur la nature. Ça, c'est important aussi pour dire que dans Végétal Local, on a cherché, je dirais pas à trouver une solution innovante et nouvelle, mais plutôt à supporter un fonctionnement normal ou classique ou naturel de la nature qui est la propre plante à
disperser ses graines dans son aire de répartition et dans son aire biogéographique. Voilà, végétal local, c'est ça, c'est soutenir en fait un fonctionnement qui existe dans la nature, le permettre dans les filières d'approvisionnement en végétaux et en plants, et le tracer et le garantir en fait, apporter une garantie sur l'origine géographique, l'origine aussi et la diversité génétique de ce lot qu'on va acheter. Voilà.